Bonjour à tous. On accueille aujourd'hui donc Yusuke, excuse-moi, c'est le Shimakawa, j'ai toujours du mal avec le nom de famille. Donc qui est à l'origine médecin généraliste au Japon et puis qui s'est orienté vers la recherche et notamment en épidémiologie, donc dans le contexte de pays africains, donc avec une thèse en Gambie dans le cadre d'un projet sur l'hépatite B, et puis ensuite qui a fait un post-doctorat à l'Institut Pasteur de Paris et qui est aujourd'hui donc chercheur à l'Institut Pasteur de Paris dans l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes qui est dirigée par Arnaud Fontanet. Voilà, et donc aujourd'hui Yusuke va nous parler des défis pour la prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B en Afrique. Merci beaucoup. Merci Sylvie pour l'introduction et merci pour me donner cette opportunité de parler de cette problématique assez importante dans la santé globale. Donc jusqu'à présent, quand on parle de maladies infectieuses dans les pays sud, c'était toujours tuberculose, VIH, paludisme qui était très importante. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de décès chaque année dans le monde entier avec ces trois maladies. Mais grâce aux efforts par Global Fund et beaucoup d'institutions, etc., maintenant le nombre de décès par ces trois maladies est en train de diminuer. Par contre, les hépatites virales, qui incluent l'hépatite A, B, C, D et U, ça tue en fait plus de monde que tuberculose et que plus de moitié de ces décès sont attribuables à l'hépatite B. Donc l'hépatite B, ça tue presque le même nombre que VIH actuellement. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les hépatites virales ont été relativement négligées dans le contexte de santé mondiale. Par exemple, entre 2001 et 2015, il y avait un objectif de développement par les Nations Unies, Millennium Development Goals. Il y avait un cible qui est spécifique pour la maladie infectieuse. Et là, c'était VIH, paludisme, tuberculose qui ont été ciblés, mais il n'y a pas de place pour les hépatites. Après, il y avait aussi bilharziosis et toutes les maladies dans les pays sud. Ils ont regroupé comme maladies négligées, mais là non plus, il n'y a pas de place pour les hépatites. Donc, bien qu'il y ait le même médicament antiviral qui soit efficace, non seulement VIH, mais pour les hépatites, l'accès à ce médicament a été refusé par le bailleur de fonds quand les patients sont justement infectés par l'hépatite B à l'époque. Donc, c'était vraiment la condition discriminatoire à l'époque. Mais la situation est en train d'un peu changer maintenant. Il y a un nouveau objectif de développement des Nations Unies, Sustainable Development Goals, qui est lancé vers l'année 2030. Et là, les hépatites sont également inclus comme VIH, tuberculose et paludisme. Par conséquent, l'OMS a développé une stratégie d'élimination des hépatites B et des hépatites C vers l'année 2030. Ce n'est pas éradication, c'est élimination. Qu'est-ce que ça veut dire élimination? C'est en comparaison avec 2015, réduire le taux d'incidence de nouvelles infections chroniques pour 90%. Et également réduire la mortalité liée à l'infection chronique de l'hépatite B et l'hépatite C, 65% pour 2030. Donc maintenant, je vais focaliser sur les hépatites B. Donc quand on parle de l'hépatite B, certaines personnes disent qu'un contrôle de l'hépatite B, maintenant c'est fini, parce que nous avons déjà les vaccins qui sont utiles, qui sont efficaces contre l'infection depuis 30 ans, et qu'actuellement, presque tout le monde entier, toutes les nations dans le monde ont déjà intégré ce vaccin contre l'hépatite B. Et que plus de 80% des enfants sont vaccinés avec 3 doses de vaccin contre l'hépatite B. Mais ce n'est pas suffisant, comme je vais vous expliquer. D'abord parce que ce vaccin, qui commence à partir de 6 semaines, en tant qu'un vaccin combiné, n'est pas efficace pour la prévention de la transmission mère-enfant. Et aussi, il y a
beaucoup de nombre d'adultes qui sont déjà infectés par l'hépatite B et qui sont déjà devenus porteurs chroniques d'hépatite B et qui continuent à mourir à cause de carcinome hépatocellaire et cirrhose dans les prochaines années. Donc ça, c'est le travail de modélisation mathématique de nos collègues à Imperial College qui montre que, donc, ça c'est 2015 et ça c'est 2030, par rapport au nombre de l'incidence de nouvelles infections chroniques de l'hépatite B, si on maintient juste la vaccination actuelle qui commence à partir de 6 semaines, on pourra réduire, le nombre de nouvelles infections, mais on ne peut pas arriver à 80% de réduction comme ciblé par l'OMS. Et ça, c'est sans vaccination à naissance qui est utile pour la prévention de la transmission mère-enfant. Donc, il faudra rajouter vaccination à naissance plus que vaccin qui commence à partir de 6 semaines pour changer cette courbe de l'infection. Et également, ça c'est le deuxième schéma, ça c'est pour le nombre de décès liés avec l'hépatite B. Donc, comme je vous ai dit, bien qu'il y ait des vaccins, dans les prochains 20 ans, 30 ans, nous allons voir augmentation du nombre de décès liés avec l'hépatite B, bien que les vaccins sont bien implémentés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont déjà infectés avant que le pays intègre ce vaccin dans leur programme national. Et pour changer cette courbe, il faudra rajouter non seulement le vaccin, mais également il faut identifier les porteurs chroniques de l'hépatite B dans la population et il faudra évaluer, il faudra traiter avec antiviral pour changer cette trajectoire. Donc c'est pour ça que l'OMS, dans leur stratégie d'élimination, il cible également d'augmenter la proportion des porteurs chroniques qui sont éligibles pour le traitement antiviral. Actuellement, ce n'est que 8% dans le monde entier, mais jusqu'à 2030, 80%. Et ça, c'est vraiment ambitieux, mais c'est ça la stratégie de l'OMS. Et où ils sont ces patients-là porteurs chroniques de l'hépatite B? Donc, cette carte clairement montre que c'est en Afrique subsaharienne, surtout en Afrique occidentale et Afrique centrale, et également quelques pays dans l'Asie. Donc, nous avons déjà des outils pour contrôler, pour lutter contre les hépatites B, comme vaccins, diagnostic, traitement, etc. Mais comme il y a beaucoup de patients dans cette zone, il faut que ces outils soient bien adaptés et optimisés pour que ça soit bien être utilisé dans les contextes où la ressource est limitée. Donc c'est là qu'il y a des questions importantes de santé publique. Donc maintenant, je vais parler, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, la prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B en Afrique. Donc j'ai mis 3 questions importantes. D'abord, est-ce que la transmission mère-enfant de l'hépatite B, c'est important en Afrique subsaharienne? Deuxième question, c'est quelles sont les situations et quelles sont les difficultés actuellement pour donner vaccination à la naissance qui est recommandée par l'OMS. Et est-ce que, à part cette vaccination à la naissance, est-ce qu'il y a d'autres interventions additionnelles qui sont bien adaptées dans le contexte africain pour la prévention de la transmission mère-enfant? Avant que je vais aller en détail, je voudrais juste clarifier, parce qu'il y a plusieurs antigènes HBS, antigènes HBU, etc. C'est ça aussi qui est un peu compliqué pour les hépatites. Donc, il y a 2 parcours après l'exposition à l'hépatite B. Ça, c'est donc celui qui ne devient... En haut, c'est celui qui ne devient pas porteur chronique de l'hépatite B. Après l'exposition, quelques semaines après l'exposition à l'hépatite B, les gens développent antigène HBS. Les gens développent... dans le sérum, il y a l'antigène HBS qui apparaît. Mais celui qui peut débarrasser l'infection, antigène HBS, c'est perdu dans quelques semaines plus tard. Et puis, sauf le cas où cette personne prenne immunosuppressant ou chimiothérapie, on peut considérer qu'ils sont guéris. Après, il y a aussi des gens, après l'exposition, anti-HBS ne disparaît pas et continue comme ça dans toute la vie, presque toute la vie. Et ce sont des personnes qui s'appellent porteurs chroniques de l'hépatite B, infection chronique de l'hépatite B.
Donc il y a deux différents parcours. Et il y a aussi deuxième marqueur important pour aujourd'hui, c'est anti-HBV. C'est un marqueur de l'infection active, réplicative. Donc ça peut être un peu considéré comme marqueur de réplication virale très très élevé. Et tout au début de l'infection chronique, tout le monde possède cet antigène, mais après quelques années plus tard, on perd cet antigène. Voici les modes de transmission. Donc, avec exposition à du sang, sperme, fluide vaginal, salive, etc., qui sont contaminés par muqueuse ou peau, il y a la transmission. Et comme mode de transmission principaux, il y a transmission mère-enfant qui arrive le moment de l'accouchement. Et il n'y a pas beaucoup de transmission in utero, par placenta, où il n'y a pas de transmission par allaitement. Donc c'est vraiment lors de l'accouchement. Et puis il y a la transmission entre les enfants, avec les pères, etc., qui arrive pendant l'enfance, la transmission horizontale, et la transmission par la transmission sexuelle, partage des aiguilles, seringues, etc., contaminées. Donc ce sont des transmissions, modes de transmission majeurs. Et quand on regarde deux continents qui ont la prévalence de l'hépatite B très importante, donc en Asie et Afrique subsaharienne, en fait, le mode de transmission n'est pas le même. Donc, en Asie de l'Est, transmission mère-enfant est relativement importante. Donc, 40% de porteurs chroniques de l'hépatite B ont été contaminés par la maman et 60% par les frères, les sœurs, etc., horizontales. Et puis, il y a très peu de transmission en tant qu'adulte, comme sexuelle, etc. Par contre, en Afrique subsaharienne, la plupart, c'est horizontal entre les enfants et transmission mère-enfant est moins prévalent qu'en Asie. Et ça, c'est un schéma qui montre la séroprévalence de marqueurs de l'hépatite B en Gambie. Donc ça, c'est très très typique dans les années 80-90, avant l'introduction de vaccination contre l'hépatite B. Donc avant l'âge de 1 an, il y a très peu d'enfants qui sont exposés, qui sont devenus porteurs chroniques. Donc qui montre que transmission mère-enfant existe, mais ça ne joue pas le rôle majeur pour l'épidémiologie. Après, à partir de l'âge de 1 an, 2 ans, la prévalence d'un des marqueurs l'hépatite B, ça augmente au fur et à mesure. Et à l'âge de 13-14 ans, avant qu'il commence l'âge de reproductive age, déjà 90% ont déjà marqueurs. Donc, par conséquent, il y a très peu d'adultes qui sont susceptibles et qu'il n'y a pas de contamination par la voie sexuelle, etc. Donc, c'est vraiment horizontal qui est important. Et puis, il y a aussi un peu de transmission mère-enfant. Et parmi 90%, donc la plupart des populations qui ont été exposées par l'hépatite B, comme je vous ai dit, il y en a qui peuvent débarrasser l'infection, mais il y en a aussi qui deviennent porteurs chroniques de l'hépatite B. Donc, environ entre 10 et 20% de cette population sont devenus porteurs chroniques de l'hépatite B. Et puis le reste, ils ont été contaminés, ils ont été exposés, mais ils ont débarrassé tout de suite et qu'ils ne sont plus porteurs chroniques de l'hépatite B. Donc, on revient à la question, pourquoi il y a cette différence entre l'Asie et l'Afrique, bien que la prévalence de l'hépatite B sont plus ou moins similaires. Donc, c'est environ 10% de mamans dans la population générale possèdent antigène HBs, donc elles sont considérées comme porteurs chroniques de l'hépatite B. C'est parce que parmi ces mamans, parmi ces 10% de mamans qui sont porteurs chroniques de l'hépatite B, 40% de mamans possèdent également anti-HBV, qui est le marqueur de réplication virale importante. Par contre, en Afrique subsaharienne, cette proportion, c'est 10 à 20%. Et puis après, donc, cette positivité d'anti-HBV qui détermine le risque de transmission mère-enfant. Donc, quand maman est à la fois anti-HBs plus et anti-HBV, le risque de transmission mère-enfant, c'est très très élevé, c'est 70 à 90%. Et quand la mère n'a pas d'antigène HBV, le risque est entre 5 et 30%. Mais ce sont des données basées sur l'Asie. Donc nous avons conduit une revue systématique
pour estimer ce taux en Afrique subsaharienne. Bien que le nombre d'études qui étaient trouvées était petit, mais on a vu que le risque de transmission de maman anti-HPV c'était environ 40%, et anti-HPV négatif c'était 5%. Donc si on met cette figure dans ce tableau, on voit bien que non seulement la différence de proportion des mamans porteuses chroniques qui sont beaucoup réplication virale importante, mais également le risque même de maman à l'enfant est probablement plus faible en Afrique subsaharienne. Donc, en conclusion, en comparaison en Asie, la transmission mère-enfant est moins fréquente qu'en Asie. Mais la prévention de la transmission mère-enfant, ça reste très important en Afrique pour deux raisons suivantes. D'abord, comme je vous ai dit, après l'exposition à l'hépatite B, il y a des gens qui peuvent débarrasser l'infection tout de suite, mais il y en a qui continuent à devenir porteurs chroniques de l'hépatite B et qui vont avoir cancer du foie, etc., plus tard dans la vie. Qu'est-ce qui détermine cette différence? Le déterminant le plus important, c'est l'âge de l'infection. Donc ça, on voit bien que quand les enfants sont infectés à la naissance par la maman, le risque de devenir porteur chronique de l'hépatite B, c'est presque 100%, entre 80 et 100%. Par contre, si quelqu'un est infecté par son frère, etc., à l'âge de 12 ans, par exemple, le risque de devenir porteur chronique, c'est 20 à 30%. Et quand quelqu'un est infecté à l'âge de 20 ans par la voie sexuelle, le risque de devenir porteur chronique, c'est moins de 10%. Donc ça montre que la transmission mère-enfant, c'est un facteur de risque très important pour devenir porteur chronique de l'hépatite B après l'exposition à l'hépatite B. Et puis deuxièmement, parmi ceux qui sont devenus porteurs chroniques de l'hépatite B, il y en a qui développent maladie du foie, comme cancer du foie, etc. Mais il y en a qui ne développent pas du tout la maladie du foie et qui n'auront jamais le problème lié avec l'hépatite B. Donc qu'est-ce qui détermine par une porteur chronique de l'hépatite B vers la maladie du foie ou pas? Donc, il y avait quelques études en Asie qui ont montré que c'était transmission mère-enfant qui est plus associée avec le développement de maladies du foie parmi les porteurs chroniques. Mais il n'y a pas de données en Afrique. Donc, nous avons fait une étude de histoire naturelle en Gambie. Et là, il y avait deux villages, Keneba et Mandua, qui ont eu le premier enquête sérologique en 1978. Et puis après tous les 5 ans, l'enquête sérologique communautaire a été répétée. Donc nous avons eu la liste des porteurs chroniques de l'hépatite B à partir de ces deux villages. Donc nous sommes allés avec l'équipe pour voir la charge virale. Et puis ça c'est mon collègue Maud Lemoine qui fait la biopsie de foie. Nous avons fait fibroscan, etc. Donc nous avons fait un bilan standard des hépatites et de voir qu'est-ce qui est la conséquence de l'infection pendant 28 ans. Et parmi 400 porteurs de chroniques dans ces deux villages, il y avait 88 de porteurs chroniques de l'hépatite B, dont la maman est positive pour l'hépatite B. Donc là, on a considéré que ces 88 personnes sont devenues porteurs chroniques de l'hépatite B par la transmission mère-enfant. Et puis il y avait 165 porteurs chroniques de l'hépatite B qui ont maman négative de l'hépatite B. Donc on a considéré qu'ils sont devenus porteurs chroniques de l'hépatite B par la transmission horizontale. Donc d'abord, par rapport à la perte d'anti-HPV, donc c'est mieux d'avoir la perte d'anti-HPV plus rapide. Et on voit que la perte était plus rapide dans le groupe de transmission horizontale que le groupe de transmission mère-enfant. La différence n'était pas significative, mais on voit la tendance comme la différence. Et puis également, la perte d'anti-HBs, donc ça c'est un événement qui est assez rare, mais qui est le plus important dans l'histoire naturelle de l'hépatite B. Et ça aussi, on voit qu'il y a la tendance que le groupe transmission horizontale perd plus vite que transmission verticale. Et puis nous avons évalué les proportions des porteurs chroniques de l'hépatite B qui ont déjà la fibrose significative avec fibroscan. Et on a vu que dans le groupe horizontal, c'était 4%, mais dans le groupe transmission mère-enfant, il y avait 15% des porteurs chroniques qui ont déjà la fibrose significative.
Et puis par rapport au cancer de foie, qui est le plus important comme événement clinical, bien sûr, ce n'était que le suivi de 28 ans et qu'ils sont très jeunes. Nous avons vu que 12 sujets qui ont développé cancer de foie, mais tous les deux sont nés à maman positive. Mais bien sûr, on peut pas dire, on ne peut rien dire à partir de ça significativement. Et c'est assez compliqué de lier entre la mode de transmission et cancer de foie parce que la mode de transmission, on parle à l'âge de 0 à 1 et cancer de foie, ça arrive après l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, au lieu de regarder si la maman était vraiment affectée, etc., c'est compliqué à étudier. Donc, nous avons regardé plutôt ordre de la naissance. Pourquoi on a regardé ordre de la naissance? Parce que quand la maman est porteuse chronique de l'hépatite B, de la chance que maman possède encore un anti-HBV qui est marqueur de réplication virale importante, c'est déterminé par l'âge de maman. Comme je vous ai dit, au fur et à mesure, on perd cet antigène HBV. Donc, dans le cas de Gambie, à l'âge de 15 ans, moitié des filles porteuses chroniques de l'hépatite B perdent déjà antigène HBV, mais à l'âge de 25 ans, environ 20% et 35 ans, presque aucune femme possède antigène HBV. Donc, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui est né quand maman a 15 ans ou 16 ans ou 18 ans, vous avez pas mal de chances d'être infecté par maman parce que maman a la charge virale importante avec antigène HBV+. Par contre, quand vous êtes né comme 5e, 6e, 7e enfant dans le ménage, à partir de maman à l'âge de 35 ans, le risque de transmission mère-enfant est très faible. Par contre, bien sûr, avant l'introduction de vaccination, ces enfants peuvent avoir la transmission horizontale par son frère, etc. Donc, on a appliqué cette hypothèse et on a comparé l'ordre de naissance entre les cas de carcinome hépatocellaire liés avec l'hépatite B et avec les contrôles sans carcinome hépatocellaire, mais qui sont porteurs chroniques de l'hépatite B. On a regardé la différence de la distribution de ordre de naissance et on a vu qu'il y a plus de premier ordre dans le cas de carcinome hépatocellaire. Donc ça, c'est odds ratio ajusté par facteur de confusion. Donc on a vu que le risque d'avoir cancer de foie, c'était le plus élevé quand quelqu'un est la première ordre de naissance, et puis ça diminue au fur et à mesure, qui suggère également que c'est la transmission mère-enfant qui est associée avec le développement de maladie du foie, une fois que les gens sont devenus porteurs chroniques de l'hépatite B. Donc, parmi les porteurs chroniques de l'hépatite B, c'est un peu la répétition, mais il n'y a que 16% qui sont attribuables à la transmission mère-enfant, à partir de données gambiennes. Et puis le reste, c'est la transmission horizontale. Mais parmi ces sujets-là, il y en a très peu qui ont la maladie du foie et qui nécessitent un traitement antiviral immédiat. C'est environ 5 ou 6%. Et si on regarde cette population, comme transmission mère-enfant est un facteur de risque pour développer la maladie du foie, 63% des porteurs chroniques de l'hépatite B qui ont déjà maladie du foie et qui ont besoin d'un traitement sont attribuables à la transmission mère-enfant. Donc on voit bien que pour réduire la prévalence, ça suffit de prévenir la transmission horizontale, mais pour éviter la maladie du foie, il faudra vraiment prévenir la transmission mère-enfant. Donc, pour accomplir l'objectif de l'OMS, cette stratégie d'éviter la transmission mère-enfant, c'est important, non seulement pour diminuer l'incidence de nouvelles infections, mais également pour diminuer la mortalité liée avec la porte chronique de l'hépatite B. Mais jusqu'à présent, la prévention de la transmission mère-enfant, ça a été le problème négligé en Afrique. Comme je vous ai dit, déjà, le vaccin de l'hépatite B, c'est déjà intégré dans tous les pays africains. Donc actuellement, couverture vaccinale de 3 doses de vaccin de l'hépatite B, c'est 74% dans le continent, donc, ce qui n'est pas si mal. Mais ces vaccins sont donnés en tant que vaccin combiné à partir de 6 semaines, 6, 10, 14 semaines, soit comme pentavalent, donc avec diphtérie, tétanos, coqueluche, etc., ou hexavalent.
Mais avec ce calendrier vaccinal, il y a la proportion importante qui deviennent porteurs chroniques de l'hépatite B malgré la vaccination. Et la majorité des cas de porteurs chroniques malgré la vaccination sont liés à la transmission mère-enfant avant que le vaccin est donné. Et c'est pour ça que depuis 2009, l'OMS recommande la vaccination à la naissance universelle. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a que 13 pays d'Afrique subsaharienne qui ont adopté cette stratégie de vaccination à la naissance. Et par conséquent, donc, nous avons estimé le nombre de nouveau-nés qui sont infectés par l'hépatite B. Et c'est 2 fois plus élevé en Afrique subsaharienne que VIH. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de prise en charge de la prévention de transmission mère-enfant de l'hépatite B. Et pourquoi ça a été négligé? Donc parce que d'abord l'importance de prévention de transmission mère-enfant en Afrique, ça n'a pas été bien reconnu. Comme je vous ai dit, les données précédentes qui ont clairement montré qu'en Asie, la transmission mère-enfant de l'hépatite B est importante, mais en Afrique, c'est moins important. Et puis, dans les pays africains, il y a beaucoup de pays qui dépendent sur le soutien de Gavi, qui aident pour acheter les vaccins, etc. Mais Gavi ne fournit pas les vaccins monovalents contre l'hépatite B actuellement. Et Gavi juste donne le vaccin pentavalent et hexavalent. Et puis, il y a aussi la difficulté logistique où il y a beaucoup d'accouchements qui arrivent au niveau de domicile parce que, comme en France, la plupart accouchent dans les structures de santé, ce n'est pas compliqué de vacciner à la naissance, mais là où moitié des enfants qui sont nés à domicile, ce serait très difficile. Donc, quelles sont les barrières, quels sont les freins pour donner vaccination à la naissance? Donc, Gambie, c'est un premier pays qui a introduit le vaccin contre l'hépatite B. Et depuis le début de leur programme, leur calendrier, la première dose de vaccin, c'était à la naissance. Donc, l'OMS et l'UNICEF rapportent chaque année la couverture vaccinale de chaque différent vaccin dans tous les pays. Et par rapport à la Gambie, vaccination à la naissance de l'hépatite B, ça a été toujours rapporté plus de 90%, 95%. Mais en fait, quand on regarde les données, c'est vrai que finalement, plus de 90% des enfants reçoivent vaccination à la naissance, monovalent. Mais le moment où ils ont reçu le vaccin, ce qui est recommandé par l'OMS, c'est les premières 24 heures de la vie. Mais il n'y a que 1% des bébés qui reçoivent mes mesures lentement. Et puis, première une semaine, c'est 5%. Et la plupart reçoivent jusqu'à l'âge de 28 jours. Donc, ce n'est pas du tout vaccination à la naissance. C'est juste le vaccin monovalent qui est donné plus tard. Donc, si on applique cette définition de vaccination à la naissance dans les premières 24 heures, il n'y a que 1%. La couverture vaccinale n'est que 1%. Et puis, nous avons regardé pourquoi c'est 1%. Et nous avons vu que, bien sûr, ceux qui sont nés à domicile, couverture vaccinale, c'est très faible à la naissance, 1,3%. Mais même ceux qui sont nés dans les facilities, c'était très bas. Et ce qui était intéressant à partir de cette étude, c'est qu'en fait, en Gambie, les hôpitaux, ils n'ont pas de vaccination, ils n'ont pas de vaccin. Parce que l'hôpital n'a pas de fonctionnement de santé publique, c'est très séparé. C'est centres de santé qui ont ce rôle et l'hôpital, il n'y a pas de vaccin. Et puis, même centres de santé qui ont à la fois le service de maternité et aussi le service de vaccination, il n'y a pas de communication entre les deux départements. Donc, il y a 2 programmes verticaux qui ne communiquent pas et que quand il y a la naissance, les personnes qui travaillent au programme élargi de vaccination ne sont pas au courant et qu'ils ne donnent pas vaccination. Et puis, il y a également réticence des personnels qui travaillent pour vaccin pour ouvrir un flacon de 10 doses pour juste une naissance. Et ils ont un peu mal compris parce que pour BCG, donc pour le vaccin tuberculose, où il y a 10 doses dans un flacon, c'est vrai qu'une fois que vous ouvrez un flacon, il faudra utiliser dans les prochaines 6 heures. Donc, il faudra accumuler les enfants pour qu'ils ouvrent un flacon. Par contre, le vaccin l'hépatite B, une fois que vous ouvrez un flacon, ça peut garder jusqu'à 28 jours si on met dans le réfrigérateur. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir un flacon dès qu'il y a une naissance.
mais la consigne qui a été donnée n'était pas très claire en Gambie, donc c'est pour ça que le vaccin n'a pas été donné, même ceux qui sont nés dans les structures de santé. Et maintenant, pour cibler les enfants qui sont nés à domicile, on parle beaucoup de control temperature change, donc c'est-à-dire vaccins de l'hépatite B sont très stables contre la chaleur. Donc nous n'avons pas besoin de chaîne de froid classique et que ça peut être gardé pendant quelques heures dans la température ambiante, même si ça peut aller jusqu'à 35 ou 40. Donc ça, c'est un travail de modélisation australienne qui ont évalué l'efficacité de cette control temperature change, donc mettre le vaccin hors de chaîne de froid pendant quelques heures pour augmenter la couverture vaccinale en vaccinant les enfants qui sont nés à domicile, en faisant de la délégation de tâches aux agents de santé communautaire avec vaccins qui s'appellent Uniject, donc qui sont déjà pré-remplis et que c'est très facile à donner comme vaccin, juste ouvrir et puis donner comme ça. Et ils ont fait la conclusion que cette stratégie de hors de chaîne de froid, avec cet outil, avec délégation de tâches, personnel de santé communautaire, ça peut augmenter la couverture vaccinale. Mais toutes les études qui ont été utilisées, ça vient de l'Asie, et il n'y a aucune étude en Afrique. Et c'est dans ce contexte que nous avons commencé l'étude NeoVac avec Sylvie. Donc c'est Neonatal Vaccination Against Hepatitis B in Africa, financé par la Fondation Total, pour le but d'évaluer la faisabilité et l'impact de vaccination à la naissance. Et nous avons pris l'approche multidisciplinaire, donc nous sommes épidémiologistes, et puis avec un anthropologiste et aussi économiste de la santé, Sylvie. Dans un instant, nous sommes allés 3 pays, Sénégal, Burkina Faso, Madagascar. À l'époque, aucun de ces pays n'a introduit vaccination à la naissance. Sénégal, plus tard, ils ont commencé. Burkina et Madagascar, ils n'ont pas encore de vaccination à la naissance. Donc, dans ces 2 pays, nous sommes allés pour évaluer la faisabilité. Et comment nous avons évalué? Donc, nous avons regardé la proportion des enfants qui sont nés dans domicile et dans les facilités. Et aussi, il y a 2 autres vaccins qui doivent être donnés à la naissance, c'est BCG et polio oral. Donc, en tant que proxy marqueur, nous avons regardé la proportion des bébés qui reçoivent ce vaccin dans ce contexte. Et ça, c'est donc là où nous sommes allés, Moramanga à Madagascar, dans un contexte très très difficile. Nous sommes visités 8 centres de santé. Tous les centres de santé, ils possèdent des réfrigérateurs, mais aucun se fonctionnait. Donc, infirmier chef de poste devait déterminer le jour de vaccination, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et puis la veille, elle doit aller chercher avec moto, récupérer les vaccins en chaîne de froid dans le district. Et puis ils amènent ces vaccins pour la séance de vaccination une fois par semaine. Et c'était la saison sèche, mais vous voyez bien que la route est très très sympathique et ça prend 3 heures, 4 heures pour y arriver. Donc c'est un contexte très compliqué. Et puis nous sommes allés au Burkina Faso. Normalement, d'Afra, d'après les données que nous avons, ça a été aussi la zone compliquée. Il y a 40% qui accouchent à domicile, etc. Mais quand nous sommes allés, la situation était beaucoup changée. Donc les réfrigérateurs, ça fonctionnait. Et aussi, les personnels de santé ont été très motivés de, par exemple, donner BPO, oral polio 0 à la naissance. Normalement, le réfrigérateur de vaccin, c'est gardé dans le bâtiment de programme élargi de vaccination dans un centre de santé. Et puis, salle d'accouchement, c'est différent. Mais mais souvent, dans la salle d'accouchement, il y a un petit réfrigérateur pour stocker les réactifs, etc., pour la consultation prénatale, pour VIH, syphilis, etc. Donc, ils ont mis ces vaccins, au lieu de mettre le vaccin dans le réfrigérateur de programme élargi de vaccin, mais ils ont plutôt mis les vaccins dans le réfrigérateur de salle de maternité. Et ils ont développé un nouveau registre pour documenter vaccination à la naissance pour polio. Donc, dans 2 contextes qui sont différents, mais nous avons vu que bien sûr, Madagascar, il n'y a que 38% qui ont accouché dans les structures de santé, la plupart accouchent à domicile. Et aussi, il y a beaucoup de raisons compliquées, il y a la pression sociale, etc. Mais par contre, Burkina Faso, grâce à incitation nationale vers l'accouchement dans les structures de santé, avec les soins néonataux et obstétricaux gratuits,
maintenant 88% des femmes accouchent dans les structures de santé. Et puis, il y a 38%, donc ce n'est pas 88%, mais 38% des bébés qui reçoivent BPO 0 à la naissance dans les 24 heures. Par contre, ce n'est que 3%. Donc, après cette étude, nous avons vu que ce serait très difficile de continuer à l'étude de Madagascar. Et le seul moyen de mettre en place vaccination à naissance, introduire vaccination à naissance dans ce contexte, avec une bonne couverture vaccinale, c'est délégation de tâches aux agents de santé communautaires. Mais vaccination des nouveau-nés par les agents de santé communautaires, ça a été refusé d'abord par le ministère de la Santé, parce qu'ils sont là pour promotion de la santé, ils ne sont pas là pour injecter les bébés, mais également les anthropologues ont fait la recherche et ils ont vu que même la population dans la communauté n'accepterait pas que les agents de santé communautaire vaccinent les bébés, parce que pour eux, déjà les nouveau-nés, c'est très très vulnérable. Ils savent bien que c'est le moment où la mortalité est la plus élevée. Donc ils ne veulent pas que personne ne touche leur bébé le premier au moins 2 semaines, 4 semaines. Donc c'est hors de question que agents de santé communautaire qui sont paysans en général vaccinent leur bébé. Donc c'est pour ça qu'à Madagascar, avec le dialogue avec le ministère de la Santé et aussi les investigateurs locaux, nous avons décidé de s'arrêter le projet. Par contre, Burkina Faso, on a vu qu'il y a l'effort vers l'accouchement dans les structures de santé. Donc on a vu que si on met les vaccins au niveau du centre de santé, on pourrait avoir une bonne couverture vaccinale. Donc on va continuer cette stratégie. Et maintenant, donc, je vais vraiment parler d'autres stratégies de prévention de la transmission mère-enfant. Donc, j'ai parlé de 3 doses de vaccin, mais ça, c'est 6, 10, 14 semaines. Et puis après, donc, il y a vaccination à naissance. Et puis, dans les pays, par exemple en France, dans certains pays asiatiques, etc., il y a aussi dépistage de maman pour l'hépatite B. Et puis, si maman a anti-HBV, par exemple un marqueur de répercussion virale importante, on donne immunoglobuline pour les bébés. Et depuis quelques années, on fait aussi la charge virale pendant la grossesse. Et s'il y a la maman qui a la charge virale très importante, on donne Tenofovir, antiviral contre l'hépatite B, pendant la grossesse pour la prévention de la transmission mère-enfant. Donc c'est une approche très similaire à VIH. Mais actuellement, donc, risque de transmission mère-enfant avec ces différentes stratégies, ça c'est en Asie. Donc si on ne fait rien, le risque de transmission mère-enfant de la maman anti-HBV, donc qui ont le risque plus élevé, comme je vous ai dit, c'est 70 à 90%. Et puis après, si on donne vaccination à la naissance, ça diminue 20%. Et en mettant immunoglobuline, ça diminue 2 à 10%. Mais quand même, il reste le risque. Donc maintenant, on donne le traitement antiviral pendant la grossesse et le risque devient presque zéro. Et si maman possède anti-HBV, si maman n'a pas de anti-HBV, le risque est 5 à 30% sans intervention. Mais avec vaccination à la naissance seule, le risque est négligible. Donc on n'a pas besoin de faire immunoglobuline, etc. Mais ça, c'est dans le contexte asiatique. Et donc, efficacité vaccinale, quand on parle d'efficacité vaccinale de vaccin à la naissance, en comparaison avec rien, c'est 70 à 80%. Mais la question actuelle en Afrique, ce n'est pas l'efficacité vaccinale de vaccination à la naissance contre rien. C'est l'efficacité vaccinale contre vaccin qui est donné à partir de 6 semaines, parce que ça, c'est standard of care actuel en Afrique. Mais ça, il n'y a pas de données en Asie. Et le seul donné dans le monde, c'est le donné de Côte d'Ivoire, qui montre que, en fait, si on donne vaccination à partir de 6 semaines, sans vaccination à la naissance, le risque de transmission mère-enfant est environ 60%. Et puis, si on ajoute vaccination à la naissance, le risque peut aller jusqu'à 40%. Mais ce n'est qu'une efficacité vaccinale de 36%, qui n'est pas très très évident. Et puis après d'autres interventions, on n'a pas de données en Afrique subsaharienne. Donc, phase 2 de Neovac,
au Burkina, nous allons évaluer l'impact et coefficacité de l'intégration de vaccination à la naissance en comparaison avec vaccination qui commence à partir de 8 semaines. Ce n'est pas 6 semaines au Burkina c'est 8 semaines. Et évaluer avec Step-Wage Cluster Randomized Control Trial. Donc, je ne vais pas aller en détail, mais nous allons aller dans les zones où il y a 24 centres de santé. Et nous allons sélectionner le premier centre de santé qui va intégrer vaccination à la naissance dans le programme. Et puis, 4 semaines plus tard, nous allons tirer au sort et nous allons sélectionner le deuxième qui va intégrer ce vaccin. Et puis 4 semaines, troisième, etc. Et comme ça, au bout de 24 mois, tous les centres de santé de l'étude intègrent ce vaccin. Mais pendant ce temps-là, nous aurons moitié des bébés qui sont nés le moment où son centre de santé donnait vaccination à partir de 8 semaines. Et puis, il y a les nouveau-nés qui sont nés le moment où ils ont déjà introduit vaccination à la naissance, qui nous permet de comparer efficacité vaccinale. Et puis après, juste vraiment d'autres stratégies. Donc, il y a immunoglobuline, mais ce n'est pas très pratique en Afrique subsaharienne. D'abord, ça coûte très cher, ça coûte 100 €. Et puis, je ne sais pas comment on dit, il y a le manque de supply, et puis il y a la question de l'innocuité. Par contre, traitement antiviral pendant la grossesse, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que proportion des mamans qui accouchent dans les structures de santé en Afrique, d'après UNICEF, ce n'est que 50%. Donc, vaccination à la naissance, sauf si on développe une stratégie d'aller chercher les enfants qui sont nés à domicile, on peut aller maximum 50% de couverture vaccinale de l'hépatite B à la naissance. Par contre, consultation prénatale, 78%, la majorité des femmes utilisent au moins une fois consultation prénatale. Donc, si on fait le dépistage à la consultation prénatale et si on donne le traitement, probablement on peut avoir meilleure couverture de cette stratégie de prévention plutôt que vaccination à la naissance aux structures de la santé. Mais on ne peut pas généraliser les données asiatiques parce que jusqu'à présent, toutes les études qui ont montré l'efficacité d'antivirales pendant la grossesse, ça vient de l'Asie ou de l'Europe. Et après, il y a d'autres questions par rapport à la stratégie de dépistage. Donc maintenant, il y a des gens qui disent que pour la prévention de la transmission mère-enfant avec antiviral, comme antiviral n'est plus cher, ça coûte que 5 € par mois. Donc, on fait dépistage pendant la grossesse anti-HBs seul et on traite tout le monde. Mais ça pose le problème parce que la plupart des femmes n'ont pas de risque très élevé à la transmission. Et puis, d'autres stratégies, c'est de faire anti-HBs et puis après de faire anti-HBE, ça peut être une stratégie. Mais actuellement, anti-HBE avec ELISA, CLIA, etc., donc immunoassay dans le laboratoire, on a une bonne sensibilité. Mais nous avons vu qu'il y a le test rapide, bandelette, anti-HBE, mais ça ne marche pas très bien dans ce contexte. On a vu que la sensibilité est très mauvaise en comparaison avec la plateforme Architect de Abbott. Et puis après, bien sûr, c'est ça ce qui est fait dans les pays nord. Donc anti-HBS, dépistage, et puis charge virale. Mais PCR, charge virale, pour mesurer la charge virale, n'est pas accessible. Et c'est trop cher, c'est 60 et 200 €. Donc je vais skipper tout ça. Donc voici les conclusions. Transmission mère-enfant est moins fréquent qu'en Afrique, qu'en Asie. Mais transmission mère-enfant est un facteur de risque important pour devenir porteur chronique de l'hépatite B après l'exposition. Mais également pour ceux qui sont déjà devenus porteurs chroniques de l'hépatite B, celui qui développe maladie du foie, ceux qui ont été infectés par la transmission mère-enfant ont plus de risques de développer maladie du foie. Et par conséquent, 2 tiers de maladies hépatiques liées à l'hépatite B sont attribuables à la transmission mère-enfant. Et puis, l'OMS recommande universelle vaccination à la naissance, mais ce n'est pas très bien fait en Afrique pour plusieurs raisons. Et en même temps, efficacité vaccinale à la naissance en comparaison avec leur calendrier actuel qui commence à partir de 6 à 8 semaines, ce n'est pas très connu. Donc c'est pour ça que nous allons mener l'étude avec Sylvie. Et puis, one size doesn't fit all.
une stratégie ne marche pas dans tous les contextes. Donc, l'étude australienne a suggéré que hors de chaîne de froid, Uniject, donc vaccin simple, et puis délégation de tâches, etc., ça marcherait pour avoir une bonne couverture vaccinale. Mais nous avons vu que dans le contexte, par exemple, Madagascar, ça devient très très compliqué, donc il faudra développer une autre stratégie. Voilà, donc voici... oui, c'est